Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre magazine socio-culturel 45 minutes pour convaincre. Oui, c'est les minutes qui sont imparties à notre invité du jour pour convaincre vous les téléspectateurs, convaincre l'auditoire que vous êtes pour suivre votre magazine. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la colonisation et de la décolonisation. Pour ce faire, j'ai invité pour vous le professeur Mabiala Mantouba Pamphile, à qui j'ai dit bonjour professeur. Madame Hortense Billet. Le professeur Mabiala, il est historien et ethnologue, doyen de la faculté de lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa. Alors, avant de commencer, nous savons tous que nous sommes en une période de la troisième vague de Covid, la Covid-19 qui a mis à genoux l'économie de tout le monde, l'économie du monde entier, de tous les pays du monde. Alors, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, de laver les mains, toujours laver les mains, portez vos masques quand il est faut et surtout respectez toutes les mesures des gestes barrières. Alors, on entre dans le vif de notre sujet, professeur Mabiala. Comment allez-vous, professeur? Quand on est en période de confinement ou de lutte contre la pandémie de Covid, évidemment, on reste comme tout le monde des personnes qui pensent tout le temps à la mort, comme si la mort était imminente et prochaine pour tous. Mais sinon, ça va en général. Hein? Oui, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Alors, professeur, on va parler de la colonisation, comme je viens de le dire, et la décolonisation. Alors, pour parler de la colonisation, on ne peut pas passer inaperçu la conférence internationale pour les Congos. Pourquoi toute une conférence internationale pour les Congos? À l'époque, nous sommes là déjà en 1876. Bon, je vais vous dire, madame, que la Belgique, c'est la puissance colonisatrice. Cette Belgique, c'est un petit pays, 30 689 km², 11 millions et demi d'habitants. C'est à peu près comme la population de la ville de Kinshasa. Et la Belgique elle-même, c'est un 80e, entre 80 fois dans le Congo actuel qu'elle a colonisé. La Belgique elle-même était indépendante seulement en 1830. 1830, donc vous menez 76 moins 30. Il ne reste pas grand-chose. Donc, c'était un jeune État dont la Hollande avait une partie de la Belgique avant cette date, et la France une partie. C'est comme ça que vous avez en Belgique des Wallons qui se réclament des cultures françaises et des Flamands ou Néerlandais qui se réclament des Pays-Bas. Mais c'est un cours de négociation qu'on a créé en 1830, soit 55 ans avant la conférence de Berlin. La Belgique elle-même est devenue un État indépendant. Alors, en 1876, le roi des Belges, qui avait des projets d'avoir une colonie comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme le Portugal et l'Espagne, tout ça, voulait avoir une colonie en Asie, en Extrême-Orient. Ça n'a pas marché. Alors on a dit, mais je vais chercher en Afrique une colonie, comme ça la Belgique aussi devient une puissance coloniale. Les Belges ont dit, mais nous n'avons pas d'argent encore, nous sommes un jeune État, pas question de colonisation. Si colonisation, c'est ton affaire à toi, le droit des Belges. Et c'est comme ça qu'en 1876, Léopold II convoque à Bruxelles la conférence internationale du Congo pour qu'on envoie des missions scientifiques à d'abord découvrir, étudier où se trouve quoi, quels fleuves, surtout les fleuves, et les affluents en Afrique, dans tout le continent africain. Et alors, on envoie Stanley aller voir, et d'abord, il y avait Livingstone qui était parti avant, et Stanley devait aller rechercher, le retrouver. Stanley, c'était un journaliste anglais au départ, hein, Henry Morton Stanley. Mon galier, maman Stanley à Kinshasa actuel. Et il est allé voir, le roi dit, j'ai besoin de toi, comme tu connais déjà l'Afrique centrale, va des Zanzibar jusqu'au cœur de l'Afrique, essaie de nous retrouver tout ce qu'il y a d'intéressant. Alors c'est comme ça qu'il partira de Zanzibar en Tanzanie, traversant l'est du Congo, et il est arrivé en 1877 à Boma, hein, fatigué, et il a dormi dans un baobab quand il arrive à Boma, au baobab de Boma, et puis du coup, le roi de Belgique dit, voilà, nous allons construire un État auquel l'Afrique, tout le territoire qui a traversé appartient à la Belgique. Et le roi de Belgique dit, même si mon pays ne veut pas de colonie,
moi, avec la fortune familiale, ça devient ma parcelle privée, ma propriété privée. Donc, le Congo belge qui va naître de la conférence de Berlin qui a eu lieu, où on disait partage de l'Afrique. On n'a pas partagé l'Afrique en pays, on a partagé l'Afrique en État, en zone d'influence. Ça signifie que Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française, Est-Africain allemand, l'Empire portugais, donc de Rwanda au Mozambique, et lui a eu les gros morceaux au centre de l'Afrique. Mais il l'a eu parce que les grandes puissances se disputaient l'espace. On a dit que celui qui va à la côte doit aller à l'intérieur du pays. Si on rencontre une autre puissance, on s'arrête, on fait la frontière. Alors là, professeur, il n'avait encore aucune idée sur nos matières premières. Rien du tout, parce que même la géographie n'était pas connue. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont venus coloniser parce qu'ils connaissaient nos richesses, pas du tout. Mais à partir de 1908, quand le Congo a été annexé, comme c'était une propriété privée de la Belgique, le roi de Belgique, Léopold II, sentant sa mort prochaine, il a cédé comme une parcelle le Congo à la Belgique. Mais avant, c'était une propriété privée. On fixe les objectifs. Avant, c'était sa propriété privée. La propriété privée qui financée plutôt par des capitaux extérieurs. Donc l'État indépendant du Congo qui est né à Vivi le 1er juillet 1885, la première capitale c'est Vivi, un petit poste près de Matadi. L'année suivante, 1886, à Boma, encore à la côte là. Et Boma reste la capitale, deuxième capitale du Congo, de 1886 jusqu'à 1923. 1923, on décide que la capitale se déplace. Il y a Léopoldville, donc Kinshasa, et toute l'administration, c'est 29 là. Léopoldville devient réellement une capitale, parce qu'il fallait préparer des bâtiments, transférer les biens d'une capitale à une autre. Donc voilà comment l'affaire commence. Alors l'État indépendant du Congo, c'est un État d'occupation. Il fallait d'abord occuper les territoires. Donc de 1885 à 1908, ce n'est pas le moment de tirer les richesses du Congo. Les richesses à l'époque, c'était du caoutchouc, des lianes sauvages, de l'ivoire, et c'était peigné un peu de caoutchouc rouge. Et pour l'avoir, il fallait livrer des kilos de caoutchouc. Quand vous n'avez pas livré, il y en a qui étaient tués, on coupait les mains des écarts. Alors là, nous sommes déjà en 1885 avec l'État indépendant du Congo. Alors, à l'époque, Vivi était première capitale, puis Boma, le deuxième capitale, et les premiers administrateurs de cette ville à l'époque. Disons que l'État indépendant du Congo, madame, c'est un État global, comme je l'appelle. Un État de monsieur tout le monde. La plupart des hauts fonctionnaires de l'État indépendant du Congo, c'est surtout des étrangers, norvégiens, suédois, allemands, français, belges. Donc c'était une histoire de... Comme à Berlin, on a dit que le Congo, à partir de Berlin, était un État presque international, où il y a la liberté du commerce et de navigation sur l'ensemble du bassin commercial du Congo. Il n'y a pas de droit de douane, un État sans douane finalement, parce que c'est un État de monsieur tout le monde. Alors, droit de sortie des marchandises, on doit payer, mais pas de payer les droits d'entrée. Donc, vous créez un État où il n'y a pas d'argent en fait. C'est le terrain de tout le monde, et tout le monde veut en tirer politique de porte ouverte. Le principe de la nation la plus favorisée. Si vous accordez un avantage à la Turquie, accordez le même avantage à la Suisse ou à l'Autriche, ou en Norvège aussi. Donc l'État indépendant du Congo, les fonctionnaires de l'État venaient de plusieurs pays du monde. Les ouvriers, là, il y en a qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest. Les soldats, il y en a qui sont venus de Ghana, de Nigeria, d'Éthiopie, de Zanzibar, donc de la Tanzanie. Donc plusieurs pays, des mercenaires étrangers sont les premiers soldats de l'armée congolaise. De 1885 à 1908, l'État indépendant du Congo, du Congo parce que c'est indépendant, non pas comme colonie indépendante, mais c'est propriété privée du roi des Belges. Alors à partir de 1908, c'est la Belgique. Alors on crée une charte coloniale. La charte coloniale, ce n'est pas une constitution du Congo belge, c'est une loi organique qui dépend de la constitution belge. Donc le Congo devient de nouveau, non pas la propriété des rois, mais placé sous domination de la Belgique elle-même. Et à ce moment-là, on définit les objectifs de la colonisation.
Que faisons-nous au Congo? Premier objectif, nous poursuivons au Congo un objectif économique. C'est trouver des ressources à exploiter des ressources pour la paix. C'est clair, on disait ça à chaque administrateur qui venait au Congo. Deuxième objectif, objectif humanitaire, les Noirs qu'on trouve, on dit qu'ils sont des mangeurs d'hommes, des anthropophages, des primitifs, des sauvages, et ils ont des mœurs répréhensibles. Relever le niveau de la civilisation. En fait, on crée une trinité coloniale. Administration, église et commerce et industrie. Donc, l'administration doit veiller à ce que les gens obéissent aux ordres de l'État avec l'aide de l'armée, la force publique. Et les missions doivent éduquer, procurer des écoles et la santé pour que les gens soient en bonne santé, puissent travailler à l'exploitation de la coloniale. Et même les entreprises de l'époque avaient leur unité de la force publique pour la protection de l'industrie et du commerce. Donc c'est une trinité coloniale. Les trois sont liés. Et si vous regardez par exemple dans les grandes villes, que ce soit à l'intérieur du pays, à Lubumbashi, à côté de la cathédrale, derrière la cathédrale, le siège du gouverneur général. À une rue, il se prépare une rue. L'évêque, c'est juste à côté de la porte d'entrée à Lubumbashi du gouverneur. Professeur, vous avez parlé de la force publique, justement. Alors, comment recrutait-il les soldats à l'époque? Bon, la force... Sur base de quels critères? D'abord, j'ai dit que l'État indépendant du Congo, c'était un État, monsieur tout le monde. Les fonctionnaires, c'est des étrangers et des Belges. Les Belges, c'est des nationaux. Hein? Bon. Et les soldats, c'est des mercenaires étrangers. Mercenaires. Soldats, les premiers soldats volontaires de la côte. Ils viennent de la côte Ningari, hein? Nigériens, Guinéens, Sénégalais. Là, il n'y avait pas encore de soldats congolais. Alors, les soldats congolais, d'abord, ces gens-là que je cite ont accompagné les explorateurs pour pénétrer à l'intérieur du Congo et occuper le Congo, on disait pacification, c'était une farce. C'était des guerres avec les populations qui n'acceptaient pas qu'on vienne les dominer. Alors, donc, puis on s'est rendu compte, à partir de 1885, on a commencé à mettre des gens de Coquelatville. Donc, Mbandaka, Bangala. Bangala, parce qu'il y a Kobundato, Banaba Mongo. Elle venait à la capitale, on a distingué deux types de soldats, les volontaires de la côte, c'est-à-dire les mercenaires étrangers qui venaient d'Abyssinie, donc Éthiopie, Tanzanie, Aoussa, les Baoussa, là, les Ndigari, que vous appelez Ndigari en vrac aujourd'hui. Ils étaient recrutés dans l'armée. Dans l'armée, contre paiement. Donc, c'est les mercenaires, on les paye pour se battre. Et en dehors de leur pays, on négocie avec les puissances des pays occupés à l'époque, l'Angleterre et la France, pour qu'ils viennent à un prix très fort. Et pour nous se rendre compte que ça coûte trop cher. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc on engage des engagés nationaux. Engagés nationaux, c'est-à-dire des soldats locaux, et on va donner de l'argent aux chefs coutumiers. C'est les chefs qui livrent autant de soldats, on paye un prix par tête. Et les chefs coutumiers, là, donnaient les gens mauvais en famille, têtus, embêtants, mal aimés, turbulents, brutaux. Et Parlons du drapeau de l'EIC. Ça portait quelle couleur? Le drapeau de l'EIC est un peu une copie du drapeau américain. Hein? L'étoile au pays des fétiches. Donc, bleu comme le fleuve, parce que Congo, là, c'est Congo, royaume du Congo, Congo, tout ça. Et puis une étoile qui apporte la lumière pour le pays des fétiches. Hein? Alors, ça amène la lumière. L'étoile, la grande étoile jaune, au départ, ça amène la lumière au pays des fétiches. C'est l'étoile au pays des fétiches. L'idée vient des Américains. Et avant la conférence de Berlin, ceux qui ont reconnu l'Association internationale du Congo et permis que l'association participe à la conférence, c'est les Américains encore. Hein? Et donc les Américains anticipent un peu tout. Ils voulaient même construire un chemin de fer entre l'embouchure et l'Est de l'Afrique. Les pôles de saison m'ont dit, pas question, nous faisons notre chemin de fer à l'intérieur, les fameux chemins de fer Matadi-Leyo, 1898. Et ça a entraîné 1800 morts, une soixantaine d'Européens et plus, et beaucoup d'Ouest-Africains, soit du Sénégal, de plusieurs pays d'Afrique. Des Noirs américains sont venus travailler, des Chinois sont venus travailler, ils mouraient en série. Et donc, sur cette route entre Matadi et Leyo, il y a beaucoup de tombes d'étrangers tombés pour la construction de notre pays.
pour la construction de notre pays. Touchons un peu du côté culturel, professeur. Les Belges n'ont pas eu le souci d'apprendre aux Noirs qu'ils ont trouvés à l'époque dans leur civilisation. Je vais parler de la langue. N'ont pas appris aux autochtones la langue française ou belge. Et puis ils n'ont pas appris à l'homme noir comment s'habiller. Ils ne voulaient pas qu'on s'habille comme eux. Et puis... les Noirs, de toute façon, depuis qu'il y a des missionnaires protestants, là où il y avait des missionnaires protestants, d'abord le catéchiste est là. Tous les enseignants, tout le monde s'habillait comme les Blancs et voulait imiter les Blancs. Donc, la mode, là, l'élégance, tout ça, il y a imitation. Ils ont indiqué, d'abord, au début, vous donnez même des draps de lit, n'importe quoi pour vous habiller. Et au chef coutumier, vous donnez un morceau d'un drap de lit ou d'un rideau, et vous êtes content. Et puis une vieille veste d'Européen, et un chapeau sur la tête, c'était un peu rigolo. Mais on a joué un peu avec nous. Ça, comme on dit en lingala, parce que ça, culturellement, d'abord la langue. En Belgique, comme la Belgique, c'est une ancienne colonie qui appartenait à la fois aux Français et aux Hollandais. Donc en Belgique, il y a la Flandre et la Wallonie. Les Wallons se reconnaissent comme des cultures françaises et fêtent quand on fête en France. Les Flamands fêtent quand on fête aux Pays-Bas. Donc, déjà, chez eux, il n'y a pas d'unité linguistique. À un certain moment, on a dit, quelle langue nous allons parler au Congo belge? On disait, prenons les Flamands. On dit, les Flamands, c'est pour des ouvriers. Donc, la langue dans des Flamands qui sont venus au Congo, souvent, c'est les Néerlandais. Les Néerlandais. Alors, dans l'administration, il y avait plutôt des Wallons qui parlaient français. Alors, il y a une blague quelque part dans une maison de fabrication. Des ateliers à côté, c'est l'atelier des Wallons et des Flamands. Les Flamands écrivent, ici, on ne parle pas, on travaille. Les Wallons, ici, on parle français, dit les Wallons. Parce que quand vous allez en Belgique, souvent les Flamands ne parlent pas français. Ils préfèrent parler anglais. Ça va? Jusqu'à ce matin. Ils préfèrent parler l'anglais. Alors, on a fait un colloque à l'époque coloniale pour dire, bon, d'abord, est-ce qu'on va mettre les Flamands dans tous les textes officiels, les deux langues? Ils ont mis les deux langues, dans certains documents de l'époque coloniale, les deux langues sont dedans. Alors, pour les Congolais, on va faire quoi? 4 langues nationales, vernaculaires, donc des langues qui regroupent plusieurs autres langues. Alors, on a dit, le Kikongo, c'est une langue extravertie. Congo portugais, Angola. Congo belge, Bas-Congo. Congo français, cette langue-là, elle est à la périphérie du Congo et partagée entre 3 pays voisins. On ne peut pas la prendre comme une langue nationale. Deuxième langue, c'est le Chiluba. Le Chiluba, on dit, c'est la seule langue du pays qui est au centre du pays, qui n'est pas dans un pays voisin. Celle-là, c'est la langue la plus authentique. Alors, les Bangals ont dit, oui, la langue, c'est la langue des impolis. Parce que, non? Et ils se sont passés. Alors, c'est une langue parlée au Congo-Brazza, en Centrafrique, et langue de l'armée. Pas question de prendre, nous sommes dans les années 36, 39, hein, pas question de prendre, c'est une langue impolie, langue de commandement des troupes. Civil, alors, on n'aime pas. 4e langue, c'est les Swahili. C'est la langue la plus répandue en province orientale, nord et sud Kivu à l'époque, Maniema, Katanga, au Rwanda, Burundi, Tanzanie. On dit que c'est une langue trop extravertie, mais c'est une grande langue. Donc, comme dans toutes ces langues, il y avait des dictionnaires, jusque dans des dialectes. On a dit de toute façon, nous les Flamands, à Flamand qui yombe. Il y a un dictionnaire, mais yombe c'est d'autres que Flamand qui yombe. Bouchong français, ou dans toutes les langues mongo-français, il y avait des dictionnaires, les Flamands ont dit, pas question d'imposer une langue commune aux Congolais. Les 4 langues restent des langues vernaculaires, véhiculaires de l'État. Chacun continue à parler. Donc, ce débat depuis l'époque coloniale, on n'a jamais tranché. Et vous vous souvenez que Moussé Kaïbaï, quand il arrive, il veut mettre le Swahili dans les pièces de monnaie. Et bon, ça n'a pas tenu longtemps, voilà. Parlant de la monnaie, quelle monnaie utilisait-il à l'époque? À quelle époque? À l'époque de l'État indépendant du Congo. Oh, il y avait des pièces de monnaie, en fait, pas l'État. De l'État indépendant du Congo, il y a tout un livre de la Banque centrale, hein,
où il y a toutes les monnaies. D'abord, avant la colonisation, Nzimbo, des coquilles, des lances, des croisettes de cuivre. Ça, c'était avant l'arrivée. Avant l'arrivée. Alors, l'époque coloniale, d'abord, l'État indépendant du Congo, la Fiji du roi, c'est des pièces de monnaie, des billets de banque. Et le Congo belge, de nouveau, des pièces de monnaie, des billets de banque. Au fur et à mesure que l'histoire évolue, ça change selon les autorités du moment. Il y a même des soldats de la force publique vers 1956, où on voit un soldat sur 10 francs congolais. Donc, ça dépend des moments de l'histoire. Ok, parlons de chemin de fer. Pourquoi le Belge a tenu à construire le chemin de fer? Que transportait-il? Mais parce que Henri Morton Stanley, quand il arrive pour la toute première fois au Congo, il fait rapport au roi, il dit « Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. » Donc, c'est le dixième d'un franc, hein? Un penny en anglais. Le penny, là, c'est en anglais. Donc, une pièce d'un dixième de franc. Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Alors, un penny. Donc, il a recommandé au roi qu'il est urgent si on veut pénétrer à l'intérieur du Congo, qui est un chemin de fer. Alors, Williams, un homme d'affaires américain, dit, écoutez, moi j'ai de l'argent, si vous voulez que je construise le chemin de fer, je prends le chemin de fer à l'embouchure, jusqu'au Mozambique ou Zimbabwe, à la côte, je pourrais faire ça. Les Belges ont dit, non, il est hors de question. Donc, on a nommé un capitaine belge, c'est toujours des soldats de l'État indépendant du Congo là. Alors on dit, toi, Albert Tisville, Bazango qui est devenu Tisville, la grande atelier du chemin de fer était à Bazango, sur la route, vous voyez un atelier à droite abandonné là. C'est là était le grand atelier. Parce que d'abord, on a dit, pour aller à l'intérieur du Congo, il faut relier diverses parties du Congo. C'est comme ça que vous avez vu, Matadi, Léopoldville, il est jusqu'au Katanga, il y a Benseka, chemin de fer, Congo Katanga. Hein? Donc, parce qu'on voulait, d'abord, les Anglais à l'époque, voulaient coloniser l'Afrique en allant du Caire en Égypte, d'Alexandrie, là, jusqu'en Afrique du Sud. Vous voulez avoir un chemin de fer pour qu'ils puissent assurer les dominations. Les Français voulaient partir de Dakar à Djibouti, comme ça, sur la carte. Alors, bon, les Portugais de Luanda, en Angola, jusqu'au Mozambique. Les Allemands, voulaient avoir un empire du centre de l'Afrique. Cameroun, c'était près de Manaka, la frontière. On appelait ça le bec du canard. Hein. Alors, c'est disparu après la Première Guerre mondiale. Et ils voulaient prendre le Cameroun. Si vous allez à Guémena ou à Guado, c'est pas loin le Cameroun, si on va dans la forêt, sur la route. Ils voulaient traverser tout le nord du Congo et rejoindre Rwanda, Burundi, qui était l'Est africain allemand. Voilà. Voilà, c'est un peu ça l'histoire de notre pays. J'aimerais savoir, nous sommes maintenant à notre partie B où nous allons parler du Congo belge. Le roi Léopold II considérait déjà le Congo à l'époque comme sa propriété privée. Alors pourquoi encore coloniser? Pourquoi le Léopold II a dû céder le Congo à la Belgique pour qu'il soit une colonie? Mais parce que tenir une colonie, ça coûte cher. Ça coûte cher. Dans l'acte de cession, on dit que le patrimoine, la charte coloniale, ce n'est pas une constitution comme j'ai dit avant, c'est une loi organique. Une loi organique, dans une constitution, c'est une loi d'application, de politique. Alors, Léopold II, s'est ruiné en finançant de sa propre fortune royale la colonie. Il a recouru beaucoup à des financements étrangers. Et même la colonisation au temps colonial a recouru à beaucoup de financements étrangers pour coloniser. Donc coloniser, ça coûte cher. C'est des responsabilités que vous assumez. Et donc il fallait obliger les gens à travailler. Culture obligatoire. Pas santé, pas intérêt, au sali pour la pamba, au sali pour l'État, au sali moussala pamba. Travaux d'utilité publique. Donc, on a fait beaucoup de... D'abord, l'agriculture, pendant cette période du Congo belge, va être extravertie. Tout ce que vous produisez, ce n'est pas pour commander dans l'assiette. C'est des cultures d'exportation, EVA, pour faire des pneus et tout ça.
Même l'huile de palme, après la traite des esclaves, c'était le commerce de l'huile de palme qui était à la mode dans le commerce international. L'huile de palme se servait à faire l'huile moteur aussi à l'époque. Hein. L'huile de moteur de l'époque, c'était de l'huile de palme réchauffée à une certaine température. Et donc, le caoutchouc se fait des pneus, c'est des lianes sauvages ou des léveillères plantées. Et on emportait l'ivoire, les éléphants, on les en a abattus en masse pour emporter l'ivoire et fabriquer des bijoux. Donc, il y a des cultures obligatoires. Et les cultures obligatoires et des plantations coloniales comme Unilever. Unilever, c'est une multinationale. Par exemple, en 1931, chez les Bapende de Bandundu, il y a révolte. Parce que ces travailleurs qui travaillaient chez Unilever étaient tellement exploités, mal payés, ils se sont dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, à un certain moment, Boileau, hein, ce qui était les Blancs qui commandaient, qui étaient les chefs d'agence chez les Bapende à ce moment-là, animés par une secte ou pélé, les mouvements religieux, Kitawala, Kibangui, tout ça, ça réchauffe la population, et ils se sont révoltés, ils ont arrêté les Blancs. Au moment où il fait l'appel des travailleurs le matin, allez, on l'a tué, coupé en morceaux, grillé même. Grillé. Et c'est comme ça, dans l'un des brochures, vous avez parlé de la colonie de peuplement et non la colonie de peuplement et d'exploitation. Est-ce qu'on peut savoir la différence? Comme colonie d'exploitation, c'est que le Congo belge c'est une colonie d'exploitation. Vous arrivez sur place, exploitez les richesses, envoyez-les à l'étranger. Bon. Alors, par exemple, je vous donne un cas qui montre que c'est une colonie d'exploitation. Les premières maisons de la capitale, à Bomala, c'est en pièces détachées. Pièces détachées, ça veut dire les morceaux de bois et les boulons. Hein, venaient de Charles Leroy, fabriqués de Charles Leroy en Belgique. Parce qu'on disait, écoutez, ce pays-là, on ne trouve pas de nègres capables d'être maçons ou charpentiers. Donc on a monté, et la première église de Boma que vous voyez, une petite église à Boma, c'est en pièces détachées. On a amené les boulons et les bois. On a seulement vissé à l'arrivée, parce qu'on disait qu'on ne trouvera personne pour construire une maison, faire les charpentiers. Donc, le Congo belge, c'est une colonie d'exploitation. Tolia Token Nabiso. On bouffe, on s'en va. Donc, c'est comme ça que Mobutu a dit ils sont venus piller nos richesses dans ce pays, qui se moque-t-on. Donc, c'est une colonie d'exploitation. Parce que dans le recueil à l'usage des fonctionnaires et agents en service territorial, on a dit que faisons-nous au Congo? Nous y poursuivons, premièrement, un objectif économique, rechercher, exploiter des ressources pour la Belgique, pas pour le Congo. Alors, donc c'est une colonie d'exploitation, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez, il y a des colonies de peuplement, hein, l'Afrique du Sud. Les gens qui sont arrivés viennent s'établir là-bas. Mozambique. Vous avez eu des guerres à Mozambique. Mugabe a ravi les terres. Parce que quand ils viennent s'établir, ils prennent les terres sans espoir de retourner chez eux. Et là, ils deviennent, et on demande à la population similaire comme en Angola, ils demandent aux populations d'être assimilés aux Blancs. Et vous voyez? Et alors quand vous êtes assimilés là, vous n'avez plus de droits, la terre, les Blancs les prennent, les plus forts prennent le meilleur morceau, et les villageois les autochtones sont relégués très loin. Et alors, cadastre minier, cadastre forestier, tout ça fait dont vous entendez parler aujourd'hui. Donc ça, c'est les dangers de la colonie des peuplements. Parce qu'ils viennent peupler, et si c'est possible, se marier le plus possible pour supprimer la race noire en peuplant. Là, c'est les effets dramatiques. Et puis, bon, les développements des colonies de peuplement. Et puis, dans les villes, hein, comme même les villes de Lubumbashi, Elisabethville, Léopoldville, il y a la discrimination raciale. Hein. Koloba, comme on appelle. Donc, Mindele, na Gombe, Kuna, ceux qui travaillaient à la Gombe, vers 18h, devaient de guerpilles. On sonnait les clairons. Bozonga dans la cité, Bozonga dans la cité, Bozonga dans la cité. Et donc, à 18h, tous les ouvriers qui savaient à Kalina, la Gombe, devaient rentrer à Lingwala, cité indigène, partout, pas rester à la Gombe. Nous, pas du tout. Et les Blancs qui quittaient la cité des Européens, si on vous attrapait à la cité des Nègres, on vous arrêtait. Et puis vient la guerre mondiale.
Il y a eu deux guerres mondiales, oui. La Première Guerre mondiale, le Congo a participé aussi à la Première Guerre mondiale. Comment et pourquoi? Mais nous ne sommes pas une puissance européenne, mais la Belgique, au mois de mai 1940, est attaquée et occupée par les Allemands. Normalement, en droit international, la Belgique est neutre. Donc, elle ne peut pas faire de guerre. Mais c'est fait que le pays est occupé par les Allemands. Donc, le gouvernement fuit. Il va à l'exil. Il fuit, quitte la capitale parce qu'il n'y a pas moyen de vivre là. Alors, oui. Alors, donc, le roi devait même en Deuxième Guerre mondiale, le même phénomène. Hein. Alors, on a dit, ben, nous avons la Belgique coloniale, notre empire colonial, c'est le Congo. Alors, on dit, comme au Congo à l'époque, c'était déjà, nous sommes en 1914. En 1914, oui, c'est la Première Guerre mondiale qu'on a appelée la Grande Guerre. Hein. C'était la première fois qu'autant de monde participe à la guerre. Alors, les Français ont dit, les Allemands sont plus nombreux, parce qu'à l'époque, c'est le nombre qui fait la force d'une armée. Nous ne pouvons pas les combattre. Ils ont fait venir des Ouest-Africains, et spécialement des tirailleurs sénégalais. Les Belges ont dit, non, nous n'avons pas d'armée, parce qu'on a créé la force publique. Étant donné que tout le monde avait à dire à l'État indépendant sur le Congo, mais si vous créez une armée, ce sera contre qui? Quelle puissance? Parce que notre territoire à tous, nous qui avons négocié l'affaire à Berlin, maintenant si on nomme la force publique armée, mais l'agression contre qui? Donc on a joué un peu la face, la force publique. C'est une force pour la protection des ressortissants étrangers. Protéger les Mindele là, les Bazongo. Vous protégez. La force publique au départ, son objectif, protection des ressortissants étrangers. Appliquer les décisions de la justice. Mais c'est pas pacifier les pays, donc taper tous les esprits qui ne veulent pas obéir à l'ordre colonial. Alors, donc cette force publique-là n'était pas prête pour la guerre. Il n'y a que les troupes du Katanga qui avaient les armes qu'il faut, qui étaient entraînées, qui étaient prêtes pour la guerre, les autres pas. Alors, de 1914 jusqu'à 1915, on joue un peu au ralenti, on ne devait pas vite intervenir. Les troupes africaines, d'abord, on dit qu'elles ne doivent pas venir en Europe. Parce qu'il est hors de question que noir râle, tuer un blanc. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent d'abord à seconder les Allemands en Rhodésie Nord, en Zambie, là, les Anglais, pardon. Les Anglais étaient attaqués par les Allemands pour empêcher qu'ils avancent plus loin. On est allé seconder les gens en Rhodésie du Nord, comme on appelle. Et nous sommes allés par les bateaux jusqu'au Cameroun, qui était sous domination allemande. Et donc, le 1er janvier 1916, nous avons pris Yaoundé. Parce que le Cameroun, c'était des Français, il y a des Français et des Anglais. La force publique prend les Yaoundé. Oui, 1er janvier 1916. Mais notre but, notre objectif dans l'armée était de protéger l'homme blanc. Mais la Belgique dit que nous sommes des troupes belges d'Afrique. C'est comme ça que nous appelons là. Donc dans le livre d'histoire, la force publique, c'est les troupes belges d'Afrique. Ils sont ces troupes. Mais c'est ma colonie, ce sont mes hommes. Donc on ne parle pas Congo comme autonome, là, il n'y a pas d'autonomie. Alors donc ils ont pris Yaoundé, hein. Ces jours-là, après quelques temps, on les a retournés à la capitale, à Boma. Et puis, il y a des femmes et des hommes qui ont marché pour aller en territoire l'Est africain allemand. Donc de 1914, 1915 et début 1916, c'était pour renforcer les équipements, avoir des armes et tout ça. Et comme cela n'a pas suffi, ils sont encore retournés en 1940-45. Non, mais d'abord, là-bas, disons qu'ils ont fait 900 km à pied, ils n'avaient pas de souliers. Les soldats n'avaient pas de souliers à ce moment-là. À pied, 900 km, les colonnes avaient une rangée de soldats, et dans la même colonne, vous avez des porteurs, et les femmes et les enfants, on disait, bah, c'est pas tic sinon, bah, allemand, bah, on en parlera, professeur, en détail. Donc, Deuxième Guerre mondiale, c'est de nouveau, on n'a pas permis qu'on aille en Europe, mais on a fait une expédition vers l'Éthiopie. C'est comme ça qu'on a pris Gambela, Sayo, dont vous entendez parler. On est allé au Madagascar, on est allé au Nigeria, traversant le désert jusqu'en Égypte, jusqu'en Palestine. Et un corps médical, des assistants médicaux comme Henri Bongolola
sont allés jusqu'en Birmanie, en Indochine, pour aller soigner des malades, des alliés. Hein. Mais donc, nous avons pris Gambela-Sine, victoire de la force publique, là-bas, et les Éthiopiens se souviennent bien de nous. Hein. Et donc, nous avons pris le 9 mai 1916, nous avons pris Kigali. Le 6 juin 1916, nous avons pris Kigali. Le 9 juin, nous avons pris Bujumbura. Et le 19 septembre, on a pris Tabora. Et 17 novembre, Mahenge. Professeur, il y a beaucoup à dire et beaucoup à prendre dans cette partie de la force publique. Ça vaut toute une émission. On en parlera vers 17 novembre. Ça, c'est une promesse faite à nos téléspectateurs. On en parlera. Chutons un peu vers la décolonisation. Pourquoi est-ce qu'on a décolonisé? Quels sont les facteurs favorisant cette décolonisation? La colonisation, d'abord, c'est une domination. Domination qu'on n'accepte pas volontiers. Donc, imposer, une domination imposée. Alors, la décolonisation commence avec la participation des soldats à la guerre. On a vu que dans certains pays, la plupart des pays du monde sont sortis de la Première Guerre mondiale, hein, et on a créé la charte de San Francisco, sur les droits de l'homme. Bon, en 1944, général de Gaulle parle au Congo-Brazza en disant que les colonies françaises de l'Empire français pourront s'émanciper. Donc l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française pourront s'émanciper. Il fait le discours et tout le monde a entendu. En 1955, il y a la conférence de Bandung, des pays du tiers-monde, qui disent que, mais écoutez, il est temps de nous émanciper, on ne peut pas rester éternellement là. Et au Congo belge, en 1955 également, Van Bilsen écrit un livre, il dit que pour ne pas... D'abord, entre 50 et 55, les missionnaires commencent à encourager l'association des associations culturelles, la création, comme à Sanef, l'association des anciens élèves de frères d'école chrétienne, ADAPES, l'association des anciens élèves de pêche chrétienne, Fédération du Katanga, Fédération du Kassai, Luka, des associations tribales, des associations d'anciens de la même école, pour contrôler la vague d'émancipation qui vient, parce qu'on sent que l'esprit, depuis la participation à la guerre, a changé. Donc, 1955, Van Bilsen fait un plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique belge, 30 ans. Imaginez 30 ans plus 1955 plus 30 ans, ça fait combien? 1985. Donc, si on avait accepté ça, nous serions indépendants après l'Angola. L'Angola, c'est 1975. Hein. Avec l'Angola, vous avez vu qu'il y a eu la guerre civile, beaucoup de morts en Angola pour l'indépendance. Et nous, si nous avions dit oui, probablement que c'est le tout dernier pays d'Afrique. Alors, les gens comme Joseph Ileyo, le cardinal Joseph Adremedo, Camus, ils ont dit non, nous voulons bien les plans de 30 ans pourvu que nous, les évolués, nous soyons associés à la planification et à l'exécution de ces plans, en 1956. Là-bas, quand ça vous dit non, mais 30 ans, c'est beaucoup trop. C'est inacceptable. Mais vous voulez rester, déjà, de certains pays africains comme les Ghana, c'est 57 qui deviennent indépendants. Et vous voulez rester pendant 30 ans encore. Il n'est jamais trop tôt pour être libre. Ça y est, nous voulons l'indépendance immédiate et inconditionnelle. Et pourquoi Joseph Maloula et les autres souhaitaient qu'ils puissent attendre jusqu'à 30 ans? Ils n'étaient pas assez près ou il n'y avait pas assez de... Non, il y avait... Parce que le Congo belge, on a dit pas d'élite, pas de problème, pas d'ennui. Le niveau de formation des Congolais était trop bas. Les colonies anglaises comme l'Nkrumah là, c'était des docteurs en philosophie. Houphouët-Boigny, Pierre Diane était au Parlement français comme député à l'époque coloniale. Et nous, zéro. Et les premières élections communales, c'est en 1957. Première commune, on prend Elisabethville, on prend Jadotville et Léopoldville. Et même pas tous les pays, on a sélectionné quelques villes, on a fait des élections. Donc, pas d'élite, pas d'ennui. L'Ovanium est créé en 1954, au mois d'octobre. L'université officielle du Congo belge du Rwanda en 1956, 2 ans après. L'université de Kisangani en 1963 après. Voilà, revenons sur Joseph Kasavubu qui voulait l'indépendance dans l'immédiat. Et on continue. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais c'est ça qui s'est passé. Alors tout le monde, évidemment, s'est aligné rapidement derrière l'idée, chacun disant que c'est moi qui vais comme ça. Y compris Patrice Emery. Mais bien sûr, au début, il était collabo avant 58. Mais en 58, il est parti à la conférence panafricaine d'Accra, où il y a l'incroumement de Sékou Touré. On parlait d'indépendance. Donc nous dormons, nous sommes rentrés, il a fait un meeting là. Il dit c'est fini la colonisation, indépendance immédiatement aussi. Et alors on dit non, peut-être ces émotions de voyage. Non, il avait changé les pauvres. Hein. Il avait changé. Parce qu'il a vu que partout en Afrique on parlait d'émancipation et nous on était là en train d'attendre les universités commencer à s'ouvrir à peine. Hein. Et puis, si vous regardez les films de Lovanum, c'est plutôt des prêtres en soutane, des étudiants. Hein. Donc vous voyez, nous étions timidement en train de grandir. Et donc, et puis le 4 janvier 59, ça c'est un grand couac qui a créé la rupture. Bon, on a dit c'est d'abord un meeting, un match de foot de Mikado avec club. Mikado a gagné 1-0 et Vekeb a perdu. Bon, quand ça voulait faire un meeting, on a interdit le meeting. Et un dimanche, le 4 janvier, c'est dimanche. Hein? Ceux qui sont dans le stade où Victor Club a perdu, et les militants là-bas sont mécontents parce qu'on a interdit leur meeting, se retrouvent ensemble et ils commencent les pillages. Les pillages, c'est notre fait d'aujourd'hui, renverser des stations d'essence, brûler des véhicules, et bon, s'attaquer aux personnes humaines. Ça, c'est le 4 janvier. Alors, ces jours-là, le monde entier a compris que la domination belge au Congo, c'est fini. Il faut aller dans un processus de négociation de l'indépendance parce que c'est inévitable. Alors, les Américains sont venus, Rockefeller, les multinationales ont dit, la Belgique, c'est fini, bye bye, to Belgium, et voilà. Donc, on est dans un processus de négocier, remplacer la Belgique, parce que si l'Amérique ne prend pas la responsabilité, les communistes vont le prendre. Et donc, voilà, c'était l'enjeu de l'indépendance. Revenons, nous sommes le 30 juin, le jour de l'indépendance. C'était un jeudi, le 30 juin en question, 1900. Jeudi 30 juin. Sous un soleil brillant. Ce qui s'est passé jeudi 30 juin, parce que Lumumba ne voulait pas du discours de Kasavubu. Bon, vous voulez pas, non. Protocolairement, on avait prévu un discours du roi des Belges qui devait vanter les génies du père fondateur Léopold II, et droit des bienfaits que nous avons bien fait pour vous, gardez bien ce que nous avons fait pour vous, ne l'abîmez pas. Quand ça vous est dans un discours de gratitude. De diplomatie, donc. Voilà, diplomatiquement correct. On a dit non, il ne pouvait pas critiquer la colonisation. Alors, on m'a dit, allez, s'improvise. Pendant 80 ans, nous étions fouettés, matin, midi, soir, parce que nous étions des nègres. Aux Belges, on disait vous, et aux Noirs, on disait tu. Alors tout le monde le doit demander au Kassavou, mais toi, tu as lu cette affaire-là? Non. Comment il peut? Donc le roi s'est senti humilié. Donc le monde belge, toute la presse belge qualifie le monde comme un diable du Congo. Il a fait humilier le roi des Belges, c'est inacceptable. Il y en a qui proposent qu'on les tue, déjà ces jours-là. Alors le soir, on lui a dit, écoutez, le Premier ministre belge doit recomposer les discours. Hein? Le soir à la réception. Donc il y a eu un deuxième discours le même jour, le soir, où le monde s'est excusé, mais il n'a pas composé le discours lui-même. Hein? Il dit, mon petit nègre des ministres belges n'a qu'à faire ça pour moi. Mais moi, écrire les excuses, mais les lire, je vais les lire. Et donc, ça, on nous parle jamais de cette affaire-là. Ça s'est passé de cette manière. Mais pas que Lumumba aussi était trop agressif. Trop agressif, mais le peuple, pour les mobiliser, on a besoin d'un peu de chaleur. Hein. Il a apporté la chaleur et le monde entier, justement. Lumumba est mort de ces discours-là. Ces jours-là condamnés à mort. Mais il est entré dans l'histoire par ces discours. Et par la méthode macabre dont il était tué. Nous sommes le 30 juin 1960, indépendance tcha-tcha, chantée, dansée par tout le monde. Quelle est la leçon morale qu'on peut tirer de cette journée ou de cette histoire que vous venez de raconter, de colonisation, décolonisation? Quelle leçon morale qu'on peut tirer de tous ces temps-là? Madame Hortense, laissez-moi vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour être indépendant, ou trop tôt. Ça va. Mais de préférence, toutes les opportunités historiques, il faut les saisir pour se libérer d'une domination coloniale ou extérieure. Donc, ce qui est important, c'est que chaque fois que nous fêtons la décolonisation, la fête de l'indépendance,
la colonisation comme processus continue jusqu'après l'indépendance. Hein. Il y a des choses que nous ne savons pas encore faire correctement. Nous sommes encore liés comme des chèvres au cou. Mais ce qui est important, c'est que nous avons une histoire commune avec les Belges. 80 ans, chers amis, c'est beaucoup. Hein. Cette histoire commune, on ne peut pas la renier. Mais ça ne donne pas le droit à la Belgique d'ignorer les souffrances que nous a fait endurer. Oui, ils nous ont aidés à établir l'éducation, les systèmes éducatifs, les systèmes de santé, les infrastructures, les patrimoines. On a vécu ensemble, mais on a vécu ensemble dans des conditions limitées. Donc, nous avons donc une histoire commune, ceux qui ont beaucoup bénéficié aussi de notre existence. Qui a financé qui? Combien coûtait quoi à qui? Et tout ça, c'est des grands débats. Combien de Congo a-t-il coûté à la Belgique? Et la Belgique a-t-elle coûté au Congo? C'est une question à laquelle on n'a pas encore correctement répondu. Mais sachons que nous participons à une histoire en partage entre les deux pays et il n'est pas possible de la renier. Professeur Mabiala, merci beaucoup de disposer votre temps pour instruire, pour informer, pourquoi pas, les téléspectateurs sur ce qui s'est passé à l'époque et surtout que beaucoup n'étaient pas encore nés ce jour-là. Ils ne vivaient pas encore. Vous étiez déjà nés à l'époque? Pas encore. Ok, ce n'est pas un problème. L'histoire fait son bonhomme de chemin. Bonne fête à toute la nation congolaise. Ne fêtons jamais l'indépendance dans la méditation. C'est un jour de joie, un jour d'honneur, un jour d'allégresse. C'est comme ça que ça doit être toujours bien fêté. Fini les fêtes du 30 juin dans la méditation, peu importe les problèmes que nous avons à ce moment-là. Je vous remercie, messieurs, dames. Nous avons appris des leçons sans doute concernant notre histoire, notre indépendance, ce qu'était le Congo, ce qui est devenu le Congo indépendant aujourd'hui. Et nous disons bonne fête à tous et à toutes. Bonne fête de l'indépendance et surtout, en fêtant l'indépendance, la fête de l'indépendance, n'oubliez pas les gestes barrières, portez toujours vos masques et je dis merci et au revoir.